Docteur, on peut vous dire docteur. Si vous voulez. Ouais, Alors, je vous appellerai maître. Oui, ben vous pouvez, ne me dites pas Tousser. Voilà. Non. Hein? Alors, Ange Mathieu Mezzadri. On ne peut pas nier que vous êtes corse. C'est difficile, je reconnais que... Vous n'avez pas l'accent, hein? Non, parce que j'ai été élevé, pas loin d'ici d'ailleurs, j'ai été élevé en Corse et puis pas loin d'ici à Sète. Ah oui, d'accord. Et je suis aussi de la fac de Montpellier, donc donc ici, ça me ramène à vieille fac, hein, où Rabelais a été étudiant. Hein. Belle fac. Hein. Oui, la plus vieille d'Europe. La plus vieille d'Europe, je crois. Alors, docteur, on est heureux de vous recevoir dans notre émission Livre d'Europe, parce que la Corse est en Europe. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Voilà. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Fils de la Nation. Le Fils de la Nation. Alors, c'est un roman qui se situe entre politique et fiction. C'est tout à fait ça. C'est ça. Hein. On est un peu dans ce que faisait Leonardo Ciaccia. C'est un peu un roman policier qui essaye de dire ce que la fiction ne dit pas. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire, parce qu'il était clair qu'on aurait pu partir sur une thèse politique, ça aurait été embêtant pour tout le monde. Je préférais raconter une histoire et que chacun interprète l'histoire comme il l'entend, et plutôt que d'essayer d'être un peu doctrinaire ou doctoral. Alors le personnage principal, c'est Dino. Alors, oui, c'est un Italo-américain. Voilà, c'est ça. Qui raconte... De Philadelphie. De Philadelphie, oui, qui est une ville que j'adore d'ailleurs. Je comprends, oui. Et qui a rencontré un jeune Corse qui s'appelle Santu, qui veut dire Toussaint. Sampiero. Oui, et Sampieri, voilà. Et cet Américain et ce Corse sont tombés... ils sont devenus amis. Ils vont même devenir parents, d'ailleurs, par la suite, par les mariages. Et donc, le narrateur raconte l'aventure de ce jeune Corse qui est exilé aux États-Unis, deviendra le libérateur de son île, d'où le Fils de la Nation. Pourquoi le Fils de la Nation? Parce que c'était une allusion à Pascal Paoli, qui est appelé en Corse Ubabu di Nazione, ça veut dire le père de la nation, donc le père, le fils, voilà. Oui. Alors d'abord, présentez-vous, parce que les téléspectateurs ou les youtubeurs ont certainement envie de vous connaître. Alors, comme vous l'avez dit, je suis médecin et je suis corse. Ça fait déjà beaucoup, ça, quand même. Beaucoup à porter. C'est dur à porter. Et en fait, j'ai essayé toute ma vie d'essayer de concilier mes études de médecine et puis mon goût pour la littérature. En fait, je voulais faire des études littéraires et puis mes parents n'ont pas voulu. Donc, entre deux catastrophes, j'ai choisi la moindre. Je suis parti du côté de la médecine. Mais par exemple, je vous le disais tout à l'heure, pendant que je terminais ma spécialité de médecine, j'étais membre des éditions Actes Sud au tout début d'Actes Sud, ce qui est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de médecins qui écrivent. Oui. Et pourquoi? Alors... le plus connu, c'est quand même Céline. Alors oui, avant lui, il y a eu Rabelais. Alors il y a Céline, chez les étrangers, par exemple, il y a Bulgakov. Oui. On oublie que Tchekhov était médecin. Oui, Tchekhov était médecin. Oui. Il y a un auteur américain que j'aime énormément, qui s'appelle William Carlos Williams, aussi, qui était médecin, qui était à la fois un romancier et un très 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 beau poète, qui est un peu à l'origine pas de la Beat Generation, parce qu'il n'en était pas tout à fait membre, mais il a aidé à la publication d'auteurs de la Beat Generation. Oui, effectivement, il y a pas mal de médecins qui écrivent. Alors pourquoi, je ne sais pas très bien. Peut-être que pour changer changer les idées, peut-être, ou peut-être c'est peut-être le contact avec l'humain. Oui, je crois plutôt que c'est ça. C'est le contact avec l'humain. C'est vrai que, par exemple, les médecins sont rarement des idéologues. Alors je sais bien qu'il y a eu Mengele, évidemment. Évidemment, on a toujours des dégénérés partout, mais globalement, les médecins sont plutôt ouverts à l'humain. Ils ne jugent pas sur les mêmes critères que les autres. Oui, bien sûr, nous avons nos opinions. Moi, j'étais engagé en politique, bien sûr, mais nous savons dépasser ça. Oui, je crois. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire cet ouvrage? Alors, il y a quand même
une volonté politique là derrière. Alors, je me rendis compte en venant jusqu'à chez vous, puisque je suis descendu de Paris et j'en suis ravi d'être descendu de Paris, c'est que je réfléchissais que cette histoire, elle vient de loin en fait, parce que j'ai écrit des textes que je vous laisserai d'ailleurs, des textes poétiques qui montraient déjà il y a très longtemps que nous vivions dans une société qui me laissait déjà à l'époque particulièrement rêveur, pour ne pas dire des mots beaucoup plus graves. En fait, oui, il y a une recherche poétique, intellectuelle et philosophique qui date depuis très longtemps et que j'ai voulu concrétiser par une histoire. Parce que des textes politiques, j'en ai écrit, des textes un peu philosophiques, j'en ai écrit, mais c'est un peu ennuyeux. Je voulais que quand même les gens... Enfin, parce que mes textes, j'espère que les gens ne les trouvent pas ennuyeux, mais je voulais quand même qu'il y ait un côté ludique, parce qu'on peut lire ce livre aussi comme un roman, vous l'avez dit. Oui, comme un roman, oui, tout à fait. Un roman policier, un roman d'aventure, tout simplement, quoi. Ah oui. Et alors, pour que nos amis entrent dans le livre, enfin, le meilleur moyen d'y entrer, c'est de le lire, hein, bien évidemment. Hein. Mais pour qu'ils y entrent, pourquoi avoir choisi dans l'écriture de vous mettre derrière le personnage d'un journaliste? Alors, parce que ça m'a... Alors, je pense que du point de vue romanesque, ça m'a permis de prendre de la distance. Je ne voulais pas que ce livre soit qu'un manifeste. L'important, ce ne sont pas les idées politiques ou non d'Ange Mathieu Mésadry. C'est de créer qu'il y ait un livre que les lecteurs auront envie de lire. Et c'était un moyen de prendre de la distance également. Oui. Et puis, ça me permettait de parler d'un pays que j'aime, même si on le décrit beaucoup en France, à savoir les États-Unis, et tout spécialement Philadelphie. Et alors, quel est le lien entre la Corse et les États-Unis? C'est ça parce que dans le livre, c'est le plus passionnant, quoi. Alors, justement, les liens, il y en a énormément. Alors, on l'ignore complètement, ça. Hein. Et oui. Moi, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Alors oui, parce que vous me permettez de dire quelque chose. Alors, je ne suis pas historien, bien évidemment, mais il y a une dimension historique dans ce livre. N'en déplaise à la jolie République française, la France n'est pas le pays qui a eu la première constitution républicaine de l'histoire moderne. Oui. La première constitution de l'histoire moderne, c'est celle de 1755 de Pascal Paoli. Alors je précise aux auditeurs que je ne suis pas de la famille de Pascal Paoli, mais je descends d'un clan, et j'y fais allusion à ce clan, c'est le seul élément vraiment autobiographique de ce roman, le clan de la famille des deux Castaneta, et c'est un de mes ancêtres en ligne directe qui a déclenché la guerre d'indépendance contre les Génois. Et effectivement, la Corse a eu la première constitution républicaine de l'ère moderne. Laquelle constitution, est-il dit? Il y a des études là-dessus. Moi, je ne suis pas ni juriste, ni docteur en droit, ni historien, mais une partie de la Constitution américaine serait inspirée de la Constitution de Paoli. Exactement, pour aller jusqu'au bout des choses, Paoli, ou les gens de l'entourage de Paoli, étaient tous, bon alors ils étaient quasiment tous, il faut dire les choses comme elles sont, hein, ça va peut-être horripiler un certain nombre d'auditeurs, mais tant pis, il faut dire les choses, ils étaient quasiment tous francs-maçons. Oui, bien sûr. Oui. Ils étaient tous dans ce milieu-là, par exemple, liés les uns aux autres, mais effectivement, il y a des traces, des éléments qui montrent que la Constitution américaine s'est inspirée de la Constitution corse. Oui, ça. Et ils ne se sont pas inspirés de la Constitution française. Hein. Oui, alors racontez-nous un peu l'histoire, sans dévoiler tout le sujet, bien sûr, mais comment cette documentation historique entre dans le fil de l'histoire? Bien, parce que alors le personnage principal, le narrateur, vous avez raison, c'est un journaliste italo-américain qui se mariera avec une Corse et qui deviendra complètement corse. On peut devenir complètement corse quand on ne l'est pas. Ah, il faut se marier, hein. Puis après, on ne peut plus divorcer avec la Corse. Ah, voilà. Sinon, ça devient... Ah oui, au fait, je voulais vous remercier parce que quand j'ai ouvert la première page du livre, j'ai vu une phrase de Moreau Giaferi. Oui. Grand avocat. Ah, les Corses sont assez bons avocats. Pas tous, mais j'en ai connu de mauvais, excusez-moi. Oui, je crois. J'en ai connu de très très bons, mais Moreau, quel grand avocat. Hein. Oui. L'avocat de Landru. Oui. L'avocat de Landru, hein, je ne me trompe pas, oui. L'avocat... Vous savez comment quand il se présentait, il disait Moreau Giaferi, mais on dit aussi Moreau Gaff Eri.
Et continuez, pardon. Alors, effectivement, le personnage donc, dont la vie est racontée, à savoir Sant ou Sampierre, celui qui deviendra le fils de la nation et le libérateur de la Corse, effectivement, c'est un intellectuel. Donc ça a permis, si vous voulez, ça m'a permis de mettre des éléments historiques dans sa bouche, parce que c'est un universitaire, en fait, tout simplement. oui, c'est ça, oui. C'est un universitaire. Mais la place quand même du nationalisme corse est grande là-dedans. Alors, moi, je ne cache pas. C'est quand même un plaidoyer pour le nationalisme. Alors, on peut lire ce livre de deux façons différentes, effectivement. On peut le lire comme un manifeste nationaliste, ça c'est clair, nationaliste corse, hein, bien sûr, c'est ce qu'il fallait entendre. Mais on peut le lire aussi comme, et là c'est le médecin que je suis, comme un diagnostic sur l'état actuel de la France. Ouais. Ça, on peut le lire de deux façons différentes. Quant à l'histoire, je ne vais pas dire la fin, on peut penser que le héros a gagné comme on peut penser qu'il a perdu. Chacun interprétera la fin comme il le voudra. J'ai préféré laisser une fin ouverte de façon à ce que, précisément, ça ne soit pas dogmatique. Oui, moi, j'ai quand même vu, presque pas lu, vu, parce qu'on voit beaucoup dans votre livre. C'est un livre qui donne à voir que vous aviez quand même une vision un peu apocalyptique de l'avenir. Alors, malheureusement, oui, je suis obligé de le dire. Nous sommes avec une crèche derrière, alors que Dieu fasse que je me trompe dans tout ce que je vais vous dire mais maintenant. c'est un peu de votre avis aussi. Mais... Oui, malheureusement, j'en suis arrivé là. Et je vais vous dire ici ce que j'ai dit il y a... Je m'excuse de me citer moi-même, mais je crois que l'image est belle. C'est pour ça que je la ressors. Et dans les années 2001, vous vous rappelez qu'on était à période de cohabitation, et il y avait le nouveau statut de la Corse lancé par Jospin. J'avais fait partie des membres de la diaspora qui avaient été auditionnés par l'Assemblée de Corse, exactement par le Conseil économique et social de la Corse. Et j'ai tenu, paraît-il, le discours le plus nationaliste qu'ils n'ont jamais entendu. Et j'ai dit en gros ceci. J'ai pris la métaphore du Titanic. Quand le Titanic a coulé, tout le monde n'est pas mort. Aujourd'hui, pour faire un parallèle, alors je l'ai dit en 2001, mais presque plus de 20 ans après, on peut le redire. Ça s'est aggravé. Oui, c'est que si le navire France coule, nous ne sommes pas obligés, je disais, c'est à nous les Corses de couler avec. Nous avons notre chaloupe de sauvetage qui s'appelle la Corse. Parce que vous pensez vraiment que la France va couler, même s'il est vrai qu'elle est en train de prendre l'eau. Alors, et de tous les côtés. J'ai poussé le raisonnement jusqu'à l'absurde. Et parce que, à la limite, si par d'un livre comme celui-là, par exemple, que je conseille d'ailleurs aux non-corses, parce que les gens arrivaient à prendre conscience de l'état de gravité dans lequel se trouve le pays, peut-être qu'il y aurait un sursaut. Là, je raisonne comme un médecin. Il y a quelques années, j'ai sorti un livre qui s'appelle « La Lali à ces élites qui n'en sont pas ». Et j'expliquais quelque chose. Alors, puisque vous m'avez dit que je suis médecin, je vais le faire. Un médecin, il doit mettre un mot, M-O-T, sur des mots. Ça s'appelle un diagnostic. Si on ne pose pas le diagnostic, on ne peut pas soigner la personne. Oui, des fois, quand on le pose le diagnostic, on ne peut pas. Mais il y a aussi un autre élément. Il faut aussi que le malade soit conscient de sa maladie, qu'il ne soit pas dans le déni. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on ne pose pas le diagnostic de l'état du pays, parce que c'est trop douloureux. Et en plus, on est dans le déni de réalité. Et tout est bon pour que les gens soient dans le déni de la réalité. Par exemple, je vais vous scandaliser. Je pense que je vais scandaliser les auditeurs. Mais moi, j'étais très content que la France ne gagne pas la Coupe du Monde de football. Parce que ça aurait permis à une bande de crétins de dire, vous voyez, on est encore un grand peuple. C'est triste pour les jeunes joueurs, parce qu'ils sont sympathiques, ces jeunes gars. Mais là, je ne raisonne pas en sympathie pour des jeunes joueurs, je raisonne en politique. Il fallait, malheureusement, boire le calice jusqu'à la lie et que les Français se rendent compte dans quel état ils sont. Oui, regardez, on peut dire aussi dans quel état ça a mis Macron. Oui, bah oui. Ça l'a mis dans un drôle d'état. Oui. Oui, bon, passons. Et regardez, par exemple, comment un pays comme la France, qui il y a encore quelques années, alors là je parle sous votre contrôle puisque vous êtes député européen, qui vendait de l'électricité à l'Allemagne, en Italie, aujourd'hui on en arrive à... Alors qu'on a les moyens de production, les centrales nucléaires, elles existent. Oui, mais on est des cons. Je crois que c'est le diagnostic. Enfin, on est des cons, non. On est dirigé par des gens qui obéissent à des intérêts qui ne sont pas ceux du pays, c'est tout.
Alors, je le comprends très bien. Qu'est-ce qu'on fout dans le marché européen de l'électricité? Il y a longtemps qu'on aurait dû en sortir. Par exemple, vous voyez, Fessenheim, c'est un drame. Oui, oui. C'est un drame, bon. Et on pourrait... Et les multiplier à l'extrême. Voilà. Et ce qui me choque, vous voyez, par exemple, c'est que beaucoup de Français sont dans la passivité la plus totale. Vous voyez, par exemple, que telle ou telle personne soit élue ou pas élue. Bon, ça, c'est la règle de la démocratie. Mais moi, ce qui me scandalise depuis vraiment pas mal de temps, c'est le taux massif d'abstention. Ah, c'est effrayant, oui. Et puisque dans le livre, par exemple, alors je le dis pour les auditeurs et les téléspectateurs, il y a quand même l'ombre du général de Gaulle qui flotte partout. Hein. Et on le sent On le sent très bien. Par l'appel à la grandeur. Oui, et puis même, on peut dire que mon héros, le nationaliste corse, c'est un de Gaulle à la dimension. C'est ça, corse. oui. Mais pourquoi ? Pourquoi je cite le général de Gaulle ? Parce qu'effectivement, depuis le départ du général de Gaulle, nous avons des politiciens qui ne défendent pas l'intérêt national, qui défendent l'intérêt de minorités, qui sont des minorités apatrides. Et je mets dans ce livre une phrase que j'ai prise au général de Gaulle, peut-être en la déformant un peu, quand le général de Gaulle a expliqué que quand il a lancé son appel, est venu à lui les gens du peuple, des idiots de Bretons, je le fais exprès, des idiots de Corse, des gens le peuple, quoi. L'ancienne aristocratie, il dit, la bourgeoisie, je l'attends encore, la bourgeoisie n'a ni honneur ni patrie, elle n'a qu'un portefeuille. Et effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est que les gens qui dirigent actuellement le pays ne dirigent pas dans l'intérêt de la nation française ni du peuple français. Ils dirigent dans l'intérêt d'une minorité possédante qui, elle d'ailleurs, a toute l'intelligence de ne jamais aller aux élections. Ils n'ont pas besoin de le faire. Le vrai pouvoir, ils l'ont. Alors, donc, de toute manière, l'état de la démocratie fait que tous ces gens sont élus par défaut. Voilà. Et moi, ce qui me gêne, c'est vraiment l'absentéisme massif, quoi. L'abstention massive. Ouais. Et là, ça fait, pour prendre l'image du général de Gaulle, le général de Gaulle avait dit quelque chose de cet ordre, il ne faut pas qu'un peuple soit comme ces animaux qui se couchent par terre pour se voir mourir. Eh bien, ce que je vois chez beaucoup de Français, pas chez tous, hein, on voit des animaux qui se sont mis par terre et qui attendent la mort, quoi. Ce livre est passionnant. Si je devais le définir d'un mot, je dirais que c'est un polar historico-métaphysique. Parce qu'il y a quand même une dimension physique. Hein. Bon, il y a la Corse, il y a l'Amérique, mais il y a aussi la levée d'une dimension métaphysique. C'est le lien entre le lieu d'où l'on parle et le devenir. Votre lieu, c'est la Corse, oui. C'est l'Amérique, en ce qu'elle a emprunté à la Corse. Oui. Mais le livre se déroule dans un avenir qui fait peur. Malheureusement. On est d'accord? Ah oui, hélas. Oui. Et j'ai peur que vous ayez raison d'avoir peur. Je le crains fort. Alors, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit, la dimension métaphysique, parce que je ne la cache pas. Ah non. Il se trouve que je suis croyant, ça très clairement. Peu importe à quelle religion j'appartiens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le monde, pour moi, ne se limite pas à la dimension strictement matérielle des choses. C'est pour ça qu'il y a toute une littérature aujourd'hui française que je ne lis pas. Je suis très attaché à la langue française. Vous voyez, par exemple, je le dis ici, comme je l'ai dit sur des chaînes de télévision. Si la Corse, par exemple, demain devenait indépendante, après-demain, je prendrais la nationalité corse. Par contre, je resterai toujours écrivain francophone parce que je suis très attaché à la langue française qui est une langue magnifique. Et moi, je vous garantis que si demain il n'y avait plus de France, je continuerais à être très attaché à la langue française. Ah oui, jusqu'à ce que la France revienne, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une langue magnifique. Et ce que je ne supporte pas, par exemple, c'est le fait qu'elle soit massacrée par des gens qui sont censés la défendre. Alors attention, je parle des Français parce que je voyage un peu de par le monde. Les Africains francophones défendent bien la langue française. Ils parlent un français magnifique. Les Canadiens défendent le français. Mais je parle d'ici, des intellos. Les Libanais. Oui, les Libanais, c'est extraordinaire. Ah ouais. En Afrique, au Liban et dans d'autres pays, on sent, à la manière dont les gens
parlent le français, un respect du français. Et on a l'impression qu'ils se sont mis en tenue de gala pour parler français. Oui, exactement. En Afrique, c'est très net, ça. C'est très net, hein? Oui, ça, c'est Ouais. très net. Mais parce que c'est une langue magnifique. Il se trouve que je suis quasiment bilingue, parce que dans ma famille, on parlait corse et français. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. Donc je connais d'autres langues que le français, mais le français est une langue splendide. Elle est précise, elle est belle, elle est splendide. Si je peux me permettre, avant que l'on conclue, parce que non seulement il faut terminer, mais vous avez un train à prendre. Et là, si je continue encore un peu, vous allez le louper. Hein. Cette beauté de la langue, vous lui rendez hommage en écrivant. Parce qu'il y a aussi cette dimension qui est importante dans votre livre, c'est que l'écriture est belle. Ah merci, ça me touche vraiment. Ah oui, l'écriture est belle. Elle a un rythme latin. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Elle est romanesque, elle est belle. Voilà. Et je tenais à le dire parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi le véhicule qui porte l'histoire. Et là, le véhicule du style est très beau. Voilà. Et les amis qui liront ce livre pourront l'apprécier, je pense, réellement. Ben, merci beaucoup, Monsieur Collard, ou Maître Collard. Non, mais je le dis parce que je le dis parce que je montre une fois le livre. Je ne sais pas si on pourra le voir. Hein. Ça vaut la peine d'être lu. C'est un beau livre. Malheureusement, aujourd'hui, les beaux livres, les bons livres n'ont pas forcément l'écho qu'ils mériteraient parce que on est dans le piège des lobbies. Hein. Dans le piège des lobbies, dans le piège des amitiés, dans le piège des mondanités. C'est vrai. Et c'est pas parce qu'un livre est beau et bon que l'on en parlera sur les chaînes de télévision. Mais nous, on se fait un devoir, modestement, quand il y a un beau livre et un bon livre, de le signaler. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra et qu'on aura l'occasion d'échanger encore. Hein. Ce sera avec un grand plaisir. À quand une biographie de Moreau ? Là, c'est un domaine que je ne connais pas. L'avocat. Oui, l'avocat, enfin, si, je connais. Moreau de Jaffery, on l'appelait Moreau. Hein, oui, bien sûr, oui, j'avais compris que c'était de lui qui... Là, je suis sur un projet avec un écrivain algérien, qui est une femme d'ailleurs, pour parler d'un personnage qui s'appelait Hassan Corso, qui était un des chefs des pirates d'Alger. C'était un jeune Corse dont le vrai nom était Joseph ou Giuseppe Tavera, qui avait été pris en captivité par les Sarrasins. Enfin, c'était même pas des Sarrasins d'ailleurs, c'était les Turcs qui étaient les Turcs qui étaient à Alger. Et puis qui par la suite, mais on oublie de dire que Alger était une possession turque. Oui. Ils en avaient du reste fait un bagne. Exactement. Voilà, on oublie de le dire hein, quand on parle de l'Algérie. Hein. L'Algérie n'est devenue l'Algérie que lorsqu'elle a été, en tant qu'entité algérienne, colonisée. Hein. C'est tout à fait ça. Alger n'existait pas. Non, c'était une base des pirates, oui. des pirates, des barbaresques, des pirates turcs, enfin, des Turcs tout simplement, Turcs, tout simplement, qui d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'époque, avaient un mépris total pour les Berbères et les Arabes. Hein. Ah, total, mais ça total. Ok, docteur, merci. Merci, on en parlerait pendant des heures, mes amis. À très bientôt pour la prochaine. Et puis, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est beau, qui est émouvant et qui est magnifiquement écrit. Merci et à bientôt dans Livres d'Europe.